Je pense qu'il y a le vin seul aujourd'hui, ça suffit pas. Le vin, c'est une ambiance, c'est des moments, c'est des personnes. Tu vois, ces apéros vignerons qu'on sert avant les spectacles, j'en reviens encore à la communion, du coup. Les gens sont installés en fonction de leur réservation, on fait des tables, on essaye de mettre des gens un petit peu, quand on les connaît, de les rapprocher par affinité, ou les faire rencontrer, parce qu'on sait qu'il y a telle ou telle personne qui travaille dans un domaine, et puis que ça peut résonner pour l'autre, parce qu'il y en a un qui est dans le paysage, et l'autre qui est dans le travaux public, ou il y en a un qui dessine, et puis l'autre, Enfin, tu vois, on essaye de faire en même temps rencontrer les gens. Donc, en apportant le vin et la nourriture, donc le saucisson, le fromage et le pain, et ben autour des tables, avant le spectacle, il se passe une espèce des discussions qui sont vraiment très chouettes. Il y a des gens qui se sont rencontrés là. Vraiment, je trouve que le vin, pour le coup, est un vecteur de rencontre, de passage, de lien, de transmission. Grâce au vin. Grâce au vin, ouais. C'est un produit agricole civilisé. Voilà ce que j'aime bien, parce que dans tous les produits agricoles, même si c'est des beaux produits, les fruits, les tomates, etc., vous n'avez jamais ce même contexte de culture, de littérature, de peinture, de sculpture, tout ce qu'il y a autour du vin, le côté sacré du vin. C'est tout, depuis l'ivresse de Noé, etc. Vous voyez, le vin, c'est quelque chose à part. Actuellement, la législation européenne voudrait le faire comme un produit agroalimentaire basique. Ça veut dire qu'on veut tuer notre culture. Et si on tue notre culture, on va tuer beaucoup de valeurs européennes. Donc, on se défend en disant non, on est un produit de culture et pas que de viticulture ou d'agriculture. Nous sommes un vignoble d'artisans, c'est-à-dire complètement à l'opposé de la perception qu'ont les consommateurs de nos vins. Je suis allé vinifier en Californie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. J'ai travaillé 3 ans en Angleterre et j'ai jamais trouvé d'autres vins issus du Gamay aussi intéressants que nos propres vins. Et c'est sans vouloir faire de l'autosatisfaction. Vraiment, on a un cépage qui est extra. Même si je ne suis pas pour mettre en avant le cépage, parce que dans un cépage, il n'y a pas que le cépage, il y a le terrain qui joue aussi, le microclimat, la vinification, les hommes, c'est un tout. Mais c'est vrai qu'on est un produit unique, parce qu'on a peu d'équivalents. Bordeaux, par exemple, a beaucoup plus de concurrents, parce qu'on peut faire du style Bordeaux déjà beaucoup plus facilement ailleurs. Même s'il y en a quand même la notion de terrain, mais il y a plus de vins approchant du Bordeaux à l'extérieur que du Beaujolais. Ou Beaujolais, il n'y a pratiquement pas d'équivalent. Vous voyez, la Syrah, le Merlot, c'est des cépages qui sont, tant pis pour eux, je vais le dire, un peu plus faciles, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont charnus, ils sont rustiques un peu. Ouais. Et finalement, quand on boit leur vin, on cherche une certaine rusticité. En Bourgogne, que ce soit dans le 21 avec leur Pinot Noir, ou nous avec notre Gamay, on est sur l'élégance. Et je trouve que le goût du consommateur dans le monde entier a changé. Peut-être que un petit peu les générations qui ont abusé un peu sur le soda, les boissons un peu sucrées, et quand ils arrivent enfin au vin, je dirais, ils ont un palais qui aime quand même les choses vraiment sur l'élégance, les choses soyeuses. Et je trouve que aussi bien les Pinots Noirs que les Gamay en Beaujolais, on est justement sur ce fruit croquant, et je trouve que ça illustre bien ce que je suis en train de dire, ce produit. Et qui est d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, le cépage qui correspond le mieux à l'attente actuelle du monde en matière de vin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites vous questionnez, vous faites une étude un sondage sur les gens en disant « Décrivez-moi le vin que vous souhaitez boire », ils vont vous dire « Gouléant, fruité,
pas trop alcoolisé, léger, un vin de plaisir, un vin de... On n'entend plus du tout les puissances, les boisés, les tanniques. Donc on est sur un vin beaucoup plus léger. C'est pour ça que les Asiatiques aussi, notamment les Japonais, nous apprécient, parce que les Asiatiques ont un palais qui n'aime pas les choses trop fortes, trop tanniques, trop astringentes. Ils n'aiment pas l'astringence et l'amertume. Et dans le Beaujolais, il n'y a pas de hasard. Pourquoi le Beaujolais marche bien là-bas? C'est parce que on est sur cette subtilité, quoi. Et qui dit subtilité, justement, c'est des vins qui sont très pointus à faire. C'est parce que on n'a pas justement ces tanins un peu épais, vous voyez, mais qui peuvent cacher des fois des petits défauts, des côtés un petit peu herbacés, manque de maturité. Je trouve qu'on ne triche pas. La moindre faute, un mauvais soutirage, des mauvaises lies, une oxydation, etc., tue cette élégance du fruit, et ça ne revient jamais. Et ça, c'est son charme, mais c'est aussi la difficulté de produire du Beaujolais à base de gamay. C'est un peu comme, je me rappelle, j'avais vu il y a quelques années une exposition de Matisse là, au Luxembourg, et j'étais frappé par la simplicité de cette peinture. Vous avez des grandes plaques bleues, blanches, noires, de couleurs primaires, sans effet de relief, toutes simples, et en même temps une grande émotion de ces tableaux. Et vous vous rendez compte que la moindre petite tache sur ce grand oiseau bleu, ce serait vu comme deux yeux au milieu de la figure. Et c'est le Beaujolais, c'est un peu ça. C'est des choses, des sensations et des parfums très simples, mais très élégants, très charmeurs, et rien suffit à les détruire. Seconde appellation française la plus commune au monde après le champagne, le Beaujolais reste le numéro 1 des vignobles les moins bien compris en France. Pendant plusieurs mois, j'ai suivi plusieurs de ces viticulteurs pour comprendre comment ils comptaient conjurer cet étrange paradoxe. Le grand succès du Beaujolais nouveau a un peu endormi tout le monde ici, et puis on ne s'est pas vraiment remis en cause en pensant que ce succès allait toujours durer. Et donc on s'est retrouvé avec un vin qui était plus un vin marketing, qui avait un grand succès. C'est la première fois que la France n'est pas un pays de marketing. Les anglo-saxons au niveau commercial sont très bons en marketing. La France n'est pas très bonne en marketing. Elle est bonne en technique, elle est bonne on a des chercheurs, on a des scientifiques, marketing, on n'est pas très bon. Et là, voilà que on invente une opération marketing absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on fait du vin et quelques mois après, le vin est vendu, bu, payé, enfin extraordinaire. Donc on s'est un peu endormi sur on s'est un petit peu endormi sur nos lauriers, et ce vin est devenu un vin finalement assez standard. Ce vin est devenu un petit peu technologique parce qu'on voulait tous les ans faire à peu près le même vin. Donc on s'arrangeait pour faire le même vin, pour que chaque année, au moment du Beaujolais nouveau, les gens retrouvent ce que le marketing leur décrivait. Donc on a fait un vin assez standard, assez technologique, point barre. Et donc on a complètement oublié ces trois fondamentaux: terroir, cépage, homme. C'est-à-dire que plus personne ne savait quel était le cépage, le terroir du Beaujolais. Peu de gens savaient que c'était du gamay. On parlait de Beaujolais nouveau, mais si vous aviez demandé aux gens quel cépage, peu de gens le savaient. Quant aux hommes qui faisaient ce vin, donc un peu les interprètes, les artistes, les stars, on ne les connaissait pas, il n'y en avait pas. La grande star du Beaujolais était essentiellement celui qui faisait le marketing, c'est-à-dire Georges Duboeuf. C'est pas lui qui faisait le vin. Lui, c'était le producteur, le distributeur, je veux dire, en termes d'art. C'était pas l'interprète. Donc vous voyez, on a perdu ces trois fondamentaux. D'ailleurs, on le voit bien. Le Beaujolais, on avait les producteurs d'un côté, eux, leur seul boulot, c'était de produire. Ensuite, ils filaient leur vin à des metteurs en marché. Leur seul boulot, c'était de vendre le fameux rêve. Donc, avec du marketing, la machine était calibrée, formée, organisée pour uniquement en dimension économique. Donc, on a perdu complètement l'art. On faisait du bon vin. Si vous voulez, pour moi, la différence entre le bon vin et le grand vin,
Le bon vin, c'est une boisson qui a bon goût. Le grand vin, c'est un vin qui est vivant. Une boisson qui a bon goût, vous avez un client qui vous dit « moi je veux un vin avec telle couleur, telle texture, tel niveau d'arôme, telle acidité, tel machin », vous le fabriquez. Vous le fabriquez, aucun problème, le Beaujolais nouveau c'est ça, il était bien fabriqué, un petit coup de levure pour donner un petit peu de banane, hein, vous fabriquez un vin qui est bon, il correspond exactement à ce que veut votre client, c'est un bon vin, mais c'est pas un grand vin, il n'est pas vivant. On a quitté la vie, on a quitté l'art. Donc là, on est vraiment sur une logique d'homogénéisation du produit, quoi. C'est le triomphe du produit, quoi, de la production. Et à cette logique-là, on a voulu, et des gens comme Lapierre, des gens comme Chauvet, sont partis dans un chemin complètement différent, qui est de dire, nous, ce qui doit triompher, c'est l'idée. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire, finalement, le vin, c'est pas ça. Le vin, c'est le terroir. Le vin, c'est les levures. Les vins, c'est le millésime. C'est-à-dire que il y a des bons et des mauvais millésimes. Si le millésime est mauvais, c'est pas la peine de s'acharner sur le vin pour essayer de faire la même chose que ce qu'il y avait l'année précédente. Il faut accepter le millésime. Il y a j'avais regardé une vidéo d'un des pionniers de la bio dans les années 60. C'était formidable. Il expliquait ça. Il disait, on était venu le filmer à l'époque. Il y avait un petit reportage sur lui. Et c'était un millésime catastrophique. Il avait décidé que cette année-là, il ferait un effervescent parce que voilà, la bulle allait masquer en fait la pauvreté du millésime et que c'était comme ça qu'il fallait pas chercher à aller à l'encontre du millésime, qu'il fallait travailler vraiment en parallèle avec la nature. Donc le vigneron, il est un maillon de la transmission de toutes ces énergies de vie entre le sol, la plante et les individus. Et là, vous êtes sur les très grands vins, quoi. Mais je vous dis, j'ai parlé de prise de risque et des fois, ça peut dévier et le grand raisin que vous avez peut être finalement un résultat. Donc il y a une prise de risque. Qui dit risque, dit pas 100% de réussite. Mais dans les grands vins, il y a forcément une prise de risque. Forcément. Moi, tu vois, par exemple, cette année, moi j'ai des vins qui n'ont pas de couleur. Parce que j'ai grêlé 2 fois et je voulais pas choper des goûts de grêle, des goûts de sec, parce que la grêle peut amener des goûts de sec. Donc j'ai fait des macérations très très courtes pour éviter ce genre de problèmes gustatifs. Donc de ce fait, ça m'obligeait à avoir des fermentations super courtes. Résultat des courses, j'ai pas de couleur, mais c'est pas grave. J'ai un vin qui est vraiment séduisant. Et il faut faire avec, mais faut pas toujours essayer de reproduire à l'identique ce qu'on a fait l'année d'après, d'être dans cette logique de marque. On est plus dans un partage de valeurs. Et aujourd'hui, les consommateurs, ils t'accompagnent là-dessus. Je pense qu'ils ils ont plus envie qu'on revienne, qu'on se réinterroge sur les valeurs, et puis qu'on remette les choses dans le bon ordre, quoi. Et les gens, le consommateur, de plus en plus, avec un produit de plaisir, il va se faire plaisir jusqu'au bout. Et se faire plaisir jusqu'au bout, c'est d'avoir des vins qui soient, comme tous les autres, des vins qui soient faits avec amour par le vigneron, dans lesquels on retrouve un terroir, dans lesquels on retrouve une histoire. Aujourd'hui, on n'ouvre pas du vin pour boire manière de boire un coup. On ouvre chaque client qui passe chez nous, quand ils rentrent chez eux, je le sais, ils me le disent. Ils ouvrent une bouteille avec leurs amis, ils expliquent le vigneron, ils expliquent le vin, ils expliquent comment ça a été fait. Donc la petite touche environnementale, ou la grosse touche environnementale est très très importante. Parce que du coup, les gens achètent un produit plaisir et ils se font plaisir jusqu'au bout. On va pas tout révolutionner avec la culture biologique, mais ce qu'on sait, c'est quelque chose qui est très tendance aujourd'hui et qui sera indispensable dans les années qui viennent. Un jour, c'est un négociant quand même qui est très très important, qui fait beaucoup de vin, peu de bio pour le moment, mais qui fait beaucoup de vin aujourd'hui et qui m'a dit de toute façon, dans les 25 ans à venir, les vignerons d'appellation seront bio ou ne seront plus. Alors on en pense qu'on veut, mais quand on pense qu'à Terra Vitis, on était les premiers de la production raisonnée dans le Beaujolais en 98 et qu'aujourd'hui 100% du vignoble est mis en production raisonnée pratiquement. Enfin, moins le bio, mais tout le monde, le minimum c'est la production raisonnée. Faites le calcul, d'ici 25 ans, c'est vrai qu'on sera certainement tous en bio.
parcourant les routes et me rendant de domaine en domaine, j'ai pu apprécier cet autre Beaujolais qui déploie toutes ses beautés comme s'il s'agissait d'une banalité. La France est un jardin, la France est un produit de terroir, produit entre guillemets, les gens, bon j'aime pas trop ce mot, mais on est dans des produits de terroir de qualité et de luxe. Et la France aurait dû, on parle du vin, mais la France avait des terroirs dans les fruits, des terroirs dans la viande, des terroirs. On est le jardin. C'est tellement une telle diversité, une telle qualité qu'on devrait rester là-dessus. Donc si on veut garder un petit peu le côté joli du Beaujolais, il faut aussi peut-être être capable de nous permettre de continuer de cultiver ces parcelles-là, quoi. Plus vous pouvez vendre cher, plus vous pouvez faire de la qualité. Enfin, plus vous pouvez mettre en œuvre, à moins de vouloir partir dans les îles tout le temps. Il y a peut-être des vignerons qui font beaucoup d'argent et qui pensent qu'au voyage, mais je parle encore de l'artisan vigneron. Il faut des moyens derrière. C'est-à-dire que on est capable. Moi, j'ai vraiment envie de remettre un cheval de trait dans les vignes, pas pour être poète, parce que pour éviter les tassements parce qu'on sait que c'est encore mieux de travailler avec un cheval qu'un tracteur. On le sait. Mais j'ai envie de le faire, parce que j'ai vu mon père travailler comme ça. J'ai envie de le faire, mais je sais qu'il y a un problème de rentabilité, parce qu'un cheval peut travailler 3 ou 4 hectares de vigne maximum. Donc on a des exploitations qui se sont agrandies parce que il fallait un minimum de surface pour pouvoir rentabiliser un pressoir, enfin voilà, avoir une structure d'exploitation correcte, avec les prix de vente qui existent moyens en Beaujolais. Donc voilà, il y a un problème économique. C'est ce que je dis souvent, les gens qui disent « Oh, le Beaujolais nouveau, gna 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 », je dis « Mais tiens, tu l'as pas trouvé bon ?»« Ah, je l'ai acheté 2 €. » Je dis « Mais attendez, impossible. 2 €, il peut pas avoir de vin dans la bouteille. 2 € TTC, vous enlevez les taxes françaises. La bouteille, le bouchon, enfin bon, la marge du distributeur, parce qu'il s'est pas gêné pour faire sa grappe. Là, il n'y a plus de place pour le travail du vigneron. Donc il faut quand même un vin a quand même un minimum de prix à avoir, quoi. » Soumettre l'argument du négoce en général, en fait ils disent que c'est le marché, le Beaujolais ne se vend plus et ils vous prennent le prix du marché, c'est la faute au marché. Oui, j'ai souvent entendu cet argument, hein, parce que avant il y avait le négoce était moins penché sur la finance et plus sur la qualité du vin et le respect par rapport à ses clients. Donc ils nous reprochaient le vin trop de couleur, pas cette couleur, trop de degrés, pas cette degré, ceci, cela. Quand ils n'ont plus ces arguments, que la qualité globale du Beaujolais est devenue très haute, ils n'avaient plus d'arguments pour nous faire baisser les prix. Donc c'est le marché. C'est pas eux qui font le marché. Effectivement, il y a toujours quelqu'un en dessus. Même le plus haut des personnages, il peut dire il y a Dieu en dessus, c'est de la faute. Non, on peut aller jusqu'à là. C'est vraiment des faux culs quand ils disent ça. Du temps de mes parents, si vous voulez, il y a 40 ans, le viticulteur, on lui demandait de faire du bon vin. Point. Ensuite, il le vendait aux négociants. Le négociant le payait de sorte que le viticulteur puisse bien vivre normalement et faisait sa marge, c'était les règles normales. Le viticulteur, il peut apporter que ce que la nature chaque année va lui donner, parce que, surtout nous en Beaujolais où nous n'avons qu'un seul cépage, on ne va pas pouvoir faire des assemblages, comme par exemple je dis toujours dans les Châteauneuf du Pape, où en fonction de l'année, avec leurs 13 cépages, ils vont faire des assemblages différents qui va leur permettre d'avoir toujours un vin un petit peu homogène, identique d'une année sur l'autre. Le rôle du négociant, surtout dans les régions de monocépage, c'était justement de dire « je connais les terroirs ». Et c'était là son plus beau rôle, on va dire, fonction du style de vin qu'il fallait pour le client, savait dans quelle cave aller. S'il fallait un vin léger, facile à boire, un vin un peu d'été, il allait dans des secteurs plus ou moins sableux, enfin dans des terrains légers. S'il voulait un vin bien structuré comme pour les Bretons par exemple, il allait dans des terres argileuses où il connaissait aussi le coup de main de chacun de ses vignerons. C'est lui qui savait où aller chercher les échantillons pour satisfaire le client. On savait qu'on vendait à telle maison, qui venait nous chercher tous les ans, il n'y avait même pas besoin de contrat écrit.
le viticulteur était assuré de vendre à un prix correct. Et puis, il y a eu un phénomène de concentration du négoce. Beaucoup de petites maisons de négoce ont disparu. Moi, je me rappelle quand je me suis installé, donc quand je suis venu à la Maison Laurent, c'était en 77, les clients, ils venaient à vous. En Angleterre, les vins français représentaient 60% du marché. Et les gens venaient à vous, ils visitaient, on leur faisait voir le vignoble, on les faisait déguster. Et c'était, voilà, on faisait pas vraiment un rôle de vente, de promotion. On les accompagnait dans la connaissance des vins et dans la mise en place et dans l'animation de leur réseau. Mais, disons, la France avait, les AOC françaises avaient un rôle dominant. Hein, les grandes appellations, le Bourgogne, le Beaujolais, le Bordeaux, qui étaient les grandes régions viticoles, avaient régné en maître. Maintenant, la France est le 4e ou le 5e pays maintenant fournisseur de vin en Angleterre. La concurrence des pays du Nouveau Monde est très importante, d'autres pays d'Europe, hein, l'Espagne, l'Italie aussi. Donc la concurrence est beaucoup plus importante. En France aussi, elle est plus importante. Surtout, les réseaux de distribution se sont concentrés. Je pense que c'est une des clés de compréhension de la difficulté et de la dureté des affaires. Hein. C'est que la distribution en aval s'est concentrée. Maintenant, vous avez 4-5 grands groupes de distribution en supermarché. Vous avez 3 ou 4 grands groupes dans la restauration moyenne. Donc il y a peu d'interlocuteurs, donc avec des poids économiques importants, des poids de négociation qui sont importants, et ça explique la dureté, la plus grande dureté des relations économiques. Alors ces petites maisons, elles permettaient à des viticulteurs d'avoir leurs partenaires. Quand il y a eu plus que 3 ou 4 négociants pour 2500 exploitants, vous imaginez bien que l'équilibre a été rompu. Et c'est là où on a vu même parfois des contrats écrits non respectés par les négociants, ce qui fait que le viticulteur qui vendait depuis 10 ans à la même maison toute sa récolte sans se faire de soucis, qui n'avait donc pas créé de clientèle personnelle, avec une rupture brusque de contrat, il s'est retrouvé brusquement avec aucun contact d'autres négociants, puisque tout le monde savait qu'ils vendaient à un tel, donc ils n'y allaient pas, et aucune clientèle. Donc ça a été le drame et l'angoisse, parce que ces personnes qui n'étaient pas habituées à faire du commerce, du jour au lendemain, il a fallu qu'elles vendent. Donc là, on a commencé à avoir des prix qui ont baissé. Parce que pour vendre à tout prix, on a vendu à n'importe quel prix. Et le négoce a beaucoup joué là-dessus. On voit maintenant, il y a quand même parfois quand vous avez parlé d'un jeu perverse, c'est vrai qu'il y a des stratégies d'achat qui sont malheureusement complètement opposées aux intérêts des vignerons, dans le sens que on va venir 3 fois, 10 fois vous chercher des échantillons sans vous faire aucun commentaire pour vous dire si on aime ou on n'aime pas. Donc le vigneron, il croit qu'on va lui acheter, il n'a pas de réponse, il attend, il voit sa trésorerie qui baisse, etc. Et quand on le sent bien mûr à lâcher, entre guillemets, on vient lui proposer, il s'est proposé encore en juin, c'était dit à la réunion des vignerons à laquelle j'ai assisté fin juillet, à 50 à 60 euros l'hecto, ce qui est tellement scandaleux quand on sait, et les négociants le savent aussi, que le prix de revient est d'environ 160 euros l'hecto. C'est le gros litre, on arrive à des prix de 60 centimes le litre. Voilà. Donc c'est plus rien. Et là, bien sûr, la personne qui accepte de vendre, parce qu'elle a une échéance à faire à la fin du mois, elle ne tient plus du tout. Donc on a eu des cas humains dramatiques, puisqu'on a quand même eu des suicides. On parle des suicides de France Télécom, mais comme ici on est tout seul, quelqu'un suicide tout seul dans son exploitation, personne va s'inquiéter pour ça, voyez. Donc il y a eu véritablement depuis
on va dire 5-10 ans, comment dire, une rupture de ce rapport de confiance, de ce partenariat, de cette complémentarité entre le négociant et le vigneron. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à l'interprofession, il y a une alternance dans la présidence. C'est normalement 2 ans la viticulture, 2 ans le négoce. Et au dernier mandat, il y a 4 ans maintenant peut-être, le négoce devait reprendre, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper du Beaujolais. J'ai trouvé ça significatif d'un état d'esprit. Si on n'a pas le temps de s'occuper de la région dont on est issu, parce que c'est le négoce de la région, ça veut vraiment dire qu'on n'a pas envie de le défendre. Alors la viticulture a assumé, bien évidemment, à prolonger ses mandats pour défendre notre région. Et puis dans le négoce, il y a un autre, c'est peut-être ce qui explique cette attitude, pour modérer, si vous voulez, le propos, c'est qu'eux-mêmes ont été rachetés par d'autres maisons, et souvent des maisons étrangères, qui, elles, se sont éloignées des rapports humains. Elles ne voient que du chiffre, il faut bien sûr faire des marges, etc. Et vous avez des maisons qui ont encore l'étiquette de maison beaujolaise, mais qui en fait ne sont ni même pas bourguignonnes, mais elles sont américaines, etc. Elles sont dirigées de très loin, avec des objectifs, avec certainement pour eux une pression à la rentabilité qui les oblige peut-être à avoir ce comportement, mais c'est véritablement dommage. Et par rapport au négoce, vous n'envisagez pas une sorte d'aggiornamento de leur part pour se dire, bon, ben, on pourrait quand même faire un effort et... Je crois qu'ils vont être contraints et forcés de revoir leur position, quand même, quelque part. Je crois qu'aujourd'hui, et cette année, l'année 2012, l'année millésime 2012, va créer cette obligation pour eux, parce que aujourd'hui, on a des gens qui, n'ayant pas gagné leur vie depuis des années, sont confrontés à une petite récolte, et ils ne vont pas en vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une récolte qui peut être inférieure de moitié. Même si on envisage une hausse des prix de 20, de 30% sur du marché en vrac, ça suffira pas à combler le manque. Donc après, c'est pour ça que le négoce s'était trop inscrit dans une logique de moins 10 ans en permanence, quoi, hein. Il se battait sur les marchés à coup de centimes de rabais pour décoter des marchés. Les conséquences, c'est que déjà, quand le vigneron a déstocké à 50 €, eh ben, il tombe dans une situation de pauvreté extrême. Hein, d'où les 500 exploitations qu'on a recensées qui sont à la veille d'être en cessation de paiement. Hein. Et puis, deuxième point, c'est que comment véhiculer une image de sincérité à partir du moment où on a des fluctuations économiques aussi importantes. L'acheteur, le petit caviste ou le petit revendeur en Belgique ou en Allemagne, il ne peut pas dire je vais faire du Beaujolais. Quand en moins de 5 mois d'écart, le prix passe de 50 à 200, on multiplie par 4. C'est pas possible de fidéliser des revendeurs ou des acteurs de la filière dans des conditions de commerce pareilles. C'est du vol, on est ridicule, on est ridicule à ce niveau-là. Ridicule. Et vu les yo-yo et la difficulté de rentabilité de notre vignoble, les jeunes, ça les encourage pas à s'investir dans le Beaujolais, quoi, à prendre carrément une entreprise, parce que maintenant on n'est plus vigneron, on a carrément une entreprise. Si on veut vraiment gérer ça d'une façon pertinente, c'est une micro-entreprise, mais avec de vrais objectifs à avoir, avec un travail qui est dur, parce qu'on est dehors, on peut le voir, là en ce moment il fait quand même pas très chaud, c'est pas toujours réjouissant, c'est des métiers qui sont assez difficiles, aussi très manuels, donc s'il n'y a pas de rentabilité derrière, on aura du mal à amener des jeunes. Donc c'est sûr que on le voit maintenant, on le voit cette année où il y a manqué du vin, les négociants se disent ben c'est dommage parce que les prix flambent, mais ça risque de se pérenniser malheureusement pour eux, parce que s'il manque des vignerons, il manquera du vin tôt ou tard. Le vignoble peut disparaître. On a vu des économies disparaître. Quand j'étais gamin, j'étais dans un collège du bâtiment à Tizy. Quand je suis arrivé là-haut, dans les années 70, il y avait des métiers à tisser dans tous les sous-sols. Et quand je suis reparti en fin 75, eh ben, il n'y en avait plus.
ils avaient tous déménagé, on les a vus sortir chez les ferrailleurs et les morceaux de bois ont été brûlés. Il n'y avait plus de métier à tisser. Le Beaujolais peut disparaître. Hein. Les négociants vendront autre chose sûrement. Hein. Mais s'ils veulent continuer de faire vivre le Beaujolais, il faut qu'ils le respectent et il faut qu'ils nous aident à rester vivants et debout. Tous les viticulteurs du Beaujolais encore présents aujourd'hui, c'est des gens qui ont tout sacrifié à cette vigne, à cette terre, à ce terroir. Alors comprenez qu'aujourd'hui, on peut être un petit peu révolté. Mais révolté devant une certaine impuissance à s'organiser commercialement. À mon sens, il y a deux grandes choses à organiser en Beaujolais. La restructuration du vignoble pour produire un peu moins cher, mieux, plus propre vis-à-vis des demandes de la société, parce que c'est quand même la société de nos clients qui nous font vivre. Parce que, quelque part, il est facile de vendre du vin, mais il est très difficile d'en vivre. Et ce n'est pas du tout contradictoire. Et d'un autre côté, il faut s'organiser structurellement au niveau de la vente des vins. Entre coopératives, il y a des choses qui commencent à se faire, c'est difficile, pour aller vendre le vin ensemble, pour plus être concurrents entre coopératives. On ne sera jamais incontournable, mais on va pouvoir discuter à moyen terme avec ces négociants d'égal à égal, entre hommes, en toute franchise. Bien sûr qu'on se fera des petits croche-pattes, il ne faut pas rêver, mais on va pouvoir se battre loyalement parce qu'on aura des puissances équivalentes en face. Et je pense qu'on sera un petit peu plus fort qu'eux parce que nous, on aura la production, on aura les hommes pour produire. On ne sera pas là que pour de la finance, on sera là pour faire vivre des familles, pour que dans ces familles, il y a des enfants qui reprennent le terroir, qui y croient et qui s'y attachent. Parce que nous, une coopérative, même un particulier, on n'est pas délocalisable, mais on ne pense pas du tout à se délocaliser, on pense à vivre là, sur notre terroir. Parce qu'on a un avantage en Beaujolais quand même. Enfin, ce que je considère moi comme un avantage, c'est qu'on a un groupe de coopératives assez important. Hein, aujourd'hui, on est en restructuration, donc les coopératives se rassemblent, mais malgré tout, la représentativité, les hectares et les nombres de vignerons qu'elles servent et qui travaillent qui apportent pour la coopérative, c'est vachement important. Donc on avait tenté avec ce groupe de coopératives de faire ce qu'on appelle une centralisation d'offres, un regroupement. C'est-à-dire qu'il y allait avoir une unité qui était propriétaire de l'ensemble des vins à mettre au marché. Et là, on se retrouvait avec un outil de pression face au négoce, en disant, maintenant, c'est nous qui décidons du cours de l'appellation. La qualité de tel lot sera rémunérée à tel prix. Et donc, du coup, on instaurait une espèce de régulation dans notre marché. On prenait un peu le pouvoir, ce qui n'était quand même pas un 20 mots sur le marché. Et malheureusement, le négoce s'est arc-bouté là-dessus pour nous faire capituler. Donc, dans un premier temps, on avait démarré avec les coopératives. Et puis on avait fait pour les caves particulières comme moi, celle d'ailleurs que je représentais plus ou moins. Hein. J'avais monté une espèce d'association qui était à même d'héberger tous les cuvages particuliers qui vendaient au négoce. Et l'objectif, c'était de rentrer au capital de la grande structure qui était gérée par les coopératives. Et donc on avait, dans un premier temps, pour lancer l'opération, on avait fait des mandats d'abandon de propriété du vin au profit de CBB, c'était le nom de notre structure de regroupement d'offres, cave et vignoble Beaujolais, ça s'appelait. Et quand ces mandats sont partis dans la campagne, les négociants, avec le bras armé qu'ils ont avec les courtiers, ont battu la campagne et ont dit tu veux signer le contrat avec CBB? Alors le vigneron il disait tout fier de lui parce qu'on avait rassemblé quand même une belle majorité de vignerons. Ouais, pas de souci. Bon, écoute, je reviendrai dans quelques jours, je verrai. Et ils ont mis la pression dans le vignoble, toi. Et chaque fois que le type, il parlait du fameux contrat avec CBB, le courtier, il passait son chemin. Puis au bout d'un moment, le mec, le contrat, il l'a déchiré. Il y en a un qui l'a déchiré, 2, 3, 4. Et puis, toute l'affaire s'est effondrée comme un château de cartes. Donc, du coup, ça a capitulé, quoi. On a capitulé. Et on s'est de nouveau resoumis au négoce qui a fait son offre de marché, il a acheté comme il a voulu. Pourquoi ça explose pas? Très souvent, c'est parce que lorsque vous n'arrivez plus à faire surface, vous n'arriverez plus à vivre de votre métier, c'est un constat d'échec.
et vous êtes malheureux et vous dites le copain à côté il s'en sort, je suis plus à la hauteur de mon boulot et vous êtes tout seul dans votre coin, vous avez l'impression que vous êtes tout seul et que c'est de votre faute, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas compétent, pas capable. Donc vous vous renfermez et c'est comme ça qu'on aboutit aux situations extrêmes de suicide. Si vous voulez, moi je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Solidarité Paysans et pour essayer de venir en aide et au dernier secours, souvent on est appelé en dernière extrême limite pour donner un coup de main aux gens qui sont qui ont plus d'argent et qui sont en déshérence totale et qui n'ouvrent plus le courrier, etc. Et c'est très difficile d'arriver en contact. On sait qu'il y a plein de gens autour de chez nous qui auraient besoin d'être aidés, épaulés, mais on ne sait pas comment les rencontrer parce que la personne qui est en difficulté, elle va pas s'en vanter sur la place publique. Elle va pas prendre le clairon qui dit coucou les copains, moi je suis au bord du gouffre, venez m'aider. Non, parce que c'est un constat d'échec et on se renferme et tout part à volo. Et c'est pour ça que c'est très difficile. Alors peut-être un moment où, quand il y aura la crise sera encore un peu plus forte, que les derniers seront là, peut-être que ça pètera plus fort en disant, il y aura une manifestation à Villefranche en disant, mais il faut absolument enrayer ce système. Mais pour l'instant, c'est mal barré, quoi. Et puis on nous dit, mais on n'y peut rien, c'est le système dans lequel on est. Et si on ne met pas en cause le système dans lequel on est, ce libéralisme à tout craint, pur et dur, je ne vois pas comment on va arriver à s'en sortir, quoi. Il faut arriver à battre en brèche ce système-là, remettre d'autres systèmes, d'autres valeurs en jeu, sinon on ne va pas s'en sortir. C'est cette problématique-là qui est très embêtante, très ennuyeuse. Je vous parlais du gars qui fait les foins là à côté, qui produit du lait de chèvre. Le prix du lait de chèvre en France est déterminé par les exportations de lait de chèvre qui viennent de Hollande, où ils ont fait des élevages industriels de chèvres. Chez nous, quand il y a un troupeau de 300 chèvres, on dit « Oh là là, la chèvre, on est tombé dans l'industriel ». Ils ont des élevages hors sol, et que les chèvres ne vont pas dehors, entre 1000 et 3000 têtes quand même. Et c'est eux qui font le prix du lait en Europe maintenant. Alors que la chèvre, on a l'habitude de voir ça courir dans les montagnes, vous voyez, dans les zones de Piémont, un peu comme chez nous, un animal rustique, voilà. Eh bien, on est dans l'industrialisation et c'est les Hollandais qui nous font le prix du lait à l'instant. Les gens qui travaillent chez nous dans des conditions plus ou moins difficiles, vont peut-être arrêter de leur exploitation parce que le prix du lait est concurrencé par quelques milliers de litres qui arrivent de Hollande. Et les gens qui gèrent ça je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Ce qui m'a fait assez surpris, c'est qu'il y a quelques mois, j'avais été reçu par le président de l'Inter-Beaujolais, qui avait admis de manière très sincère que le problème majeur en Beaujolais, c'était les prix d'achat du vin, qui parfois, dans un trop grand nombre de cas, ne suffisaient pas à couvrir les coûts de production. On sait que les rémunérations des vignerons n'étaient pas suffisantes ces dernières années. On sait que le millésime 2009, 2010, 2011, les prix n'ont pas été suffisants pour permettre aux vignerons de vivre, c'est clair. Maintenant, il faut qu'on arrive sur des prix raisonnables pour leur permettre de vivre et surtout d'avoir un avenir. C'est très important et ça ne se fera qu'avec une vraie cohésion entre la viticulture, le négoce, les caves coopératives, l'Inter-Beaujolais qui s'occupe de la promotion. Ce qui m'a quand même assez étonné, c'est que beaucoup de viticulteurs attendaient de la part du négoce qu'il s'engage sur un processus un mécanisme de contractualisation. C'est-à-dire qu'au lieu de négocier de vigneron à vigneron, vous voyez, avec chaque vigneron isolé dans la campagne, vous voyez, que les prix soient négociés de manière contractuelle sous la forme d'un accord de branche, comme en industrie, c'est-à-dire avec d'un côté les négociants et d'un côté un représentant des producteurs, de sorte que les rapports soient plus équitables et que les prix soient plus élevés. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que presque 8 mois plus tard, rien n'a bougé. Alors que ce sont ces prix bas qui amènent nombre de viticulteurs parfois
à se suicider ou à connaître des situations de détresse grave. Et j'étais très très choqué de voir que finalement ça a interpellé pas plus que ça, ne serait-ce que les pouvoirs politiques, où rien n'a bougé. Rien ne bouge. C'est intéressant de lire quand même sur une revue viticole l'autre jour le premier source de rentrée de devises françaises, c'est la vente de l'aéronautique. Hein. Sauf que les contrats qui sont faits sont pas toujours honorés. C'est-à-dire que chaque année, on nous dit qu'on a vendu X Airbus, c'est des probabilités d'achat. Il y a des fois que 3 ans après, on nous dit ah ben non, les 150 avions qui étaient achetés, ils s'en est livrés que 50 finalement. Donc, faut prendre encore les chiffres avec des pincettes. Sauf que la deuxième source de rentrée de devises pour la France, c'est le vin. Les chiffres de 2012, c'est quand même 11,5 milliards d'euros à l'export. Je trouve dommage que personne au niveau de nos gouvernements ne soit sensibilisé à ça, parce qu'on est quand même la deuxième source de revenus du pays France, nous les viticulteurs. Aussi bien, alors il y a à peu près 30% de cet argent-là qui est fait par le cognac, le reste, 30% à peu près par le champagne, et le reste par l'ensemble des vins tranquilles, on va dire. Hein. Donc c'est quand même un atout non négligeable. Hein. Et si on continue de laisser faire ce système tel qu'il se développe à l'instant, les chiffres vont tomber très vite, très fort. Parce que quand ça se met à descendre, il faut longtemps. La vigne, c'est des mécanismes qui sont très lents. Hein. Et il faut 10 ans, 15 ans pour s'apercevoir que, ah ben tiens, ça se met à décrocher. Et bien quand on s'en aperçoit, c'est trop tard, parce que pour redémarrer, il va falloir trouver des investissements très forts, parce que l'agriculture et la viticulture sont des activités qui demandent de très gros investissements financiers pour une rentabilité relativement faible. C'est vrai qu'il y a plus rentable que le Beaujolais. Dans quelques années, on regardera peut-être mon film comme un document d'époque, en voyant un petit vignoble gaulois, vallonné de petites parcelles cultivées, où les hommes aimaient réfléchir à eux-mêmes et au-delà d'eux-mêmes. Je me donne à éprouver de la nostalgie, alors que je suis entouré de gens vivants, comme si une part de moi s'inquiétait de leur survivabilité dans ce monde où prédomine aujourd'hui la culture du profit et la standardisation de masse. Mais comme le Beaujolais a déjà été à l'avant-garde des imprimeurs, et même de la culture raisonnée, je me plais à penser que les quelques artisans résistants que j'ai eu le plaisir d'y rencontrer préfigurent peut-être les solutions qui seront adoptées pour refaire du vin le résultat d'une somme positive entre culture et agriculture.